Amida Djandoubi est rentré dans l'histoire à ses dépens puisqu'il est le dernier prisonnier à avoir été exécuté en France. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi a-t-il été condamné à mort et qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Âme sensible, s'abstenir, car même si je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, car j'ai envie que cette vidéo reste tout public, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'horrible perversion inhumaine d'Amida Djandoubi, le dernier condamné à mort de France. Très peu d'éléments transparaissent quant à l'histoire familiale d'Amida Djandoubi. Mais une chose est sûre, c'est le 22 septembre 1949 qu'il naît en Tunisie. À 19 ans, il quitte son pays natal pour la France. Alors que l'Hexagone est en pleine effervescence suite aux événements de mai 1968, Amida, quant à lui, s'installe du côté de Marseille. Quelques semaines après son arrivée, le destin sourit à Amida. Il trouve une place en tant qu'ouvrier agricole chez un pépiniériste. Le travail est éprouvant physiquement, mais Amida ne se plaint pas. Son rêve d'expatrié s'est réalisé. Beau garçon et charmeur, le jeune Tunisien n'hésite pas à sortir et à profiter des soirées marseillaises. Pour lui, la belle vie lui tend les bras. Mais malheureusement, tragiquement, le destin en décida autrement. En 1971, alors qu'il vague à ses occupations professionnelles, Amida est victime d'un accident de travail pour le moins horrible. Sa jambe se prend dans la chenille d'un motoculteur et est broyée par l'appareil. Après avoir été happé par l'engin, Amida perd connaissance. La situation est telle qu'il doit subir une amputation sur place avant d'être transporté en urgence dans un centre hospitalier. Au moment où il ouvre les yeux, il est complètement déboussolé. Des murs blancs, une odeur de désinfectant bon marché, un silence assourdissant. Amida se réveille à l'hôpital après ce terrible accident. Mais très vite, sa désorientation laisse place à l'effroi. Lorsqu'il relève la tête, il réalise de terreur que sa vie ne sera plus jamais comme avant, car sa jambe droite a disparu. Alors qu'il n'a que 22 ans, le jeune homme a l'impression que le ciel vient lui tomber sur la tête. Entouré par les infirmières, ce sont elles qui le pousseront à accepter son handicap. Et pour Amida, cette épreuve est extrêmement dure à accepter. Pour l'homme qu'il est, cette amputation le touche dans sa virilité, l'image qu'il peut avoir envers les femmes. Physiquement hors de danger, Amida doit accepter qu'il ne sera plus jamais la même personne. Et le temps qu'il s'accommode à cette réalité, il est placé dans une chambre commune. À quelques lits de lui, un homme, Monsieur Bousquet, est aussi hospitalisé. Et durant les heures de visite, une jeune femme vient prendre soin de lui. Il s'agit de sa fille, Elisabeth Bousquet, âgée de 18 ans. Pour Amida, dès qu'il pose les yeux sur elle, il tombe sur son charme. Et au vu des regards en coin qu'il lui adresse, il semblerait que les sentiments soient réciproques. Alité et handicapé, Amida reprend progressivement goût à la vie. Dans ses tourments, il a trouvé le grand amour. Et très rapidement, à la sortie de l'hôpital, les deux tourtereaux s'installent ensemble. Seulement, ce conte de fées qui semble idyllique va se transformer en cauchemar. Et encore, le terme cauchemar est très très faible. Désormais amputé, Amida doit apprendre à vivre avec une jambe en moins. Pour lui, psychologiquement, c'est très dur à accepter et commence à montrer un visage que ses proches ne connaissaient pas. Avec les femmes, il fait même preuve de misogynie. Tout lui est dû, puisque c'est lui qui est handicapé et tout doit être fait pour le satisfaire. Avec le temps, la méchanceté prendra le dessus. Sa première victime n'est autre que sa compagne, Elisabeth Bousquet. Violence psychologique, physique, et même intime. Pour la jeune femme, elle voit là son conte de fées se transformer en véritable cauchemar. Elle subira les pires caprices de son compagnon estropié. Et c'est avec sans aucune mesure que cette violence prendra des proportions inimaginables. Chaque jour, c'est avec la peur au ventre qu'elle se réveille. Qui sait quel tourment encore prévu de lui infliger son bourreau. Pour Amida, il ne recule devant rien. Pour lui, dans sa tête, en tant que mâle dominant, Elisabeth doit tout faire pour le satisfaire. Après tout, c'est bien lui la bête blessée. D'ailleurs, c'est aussi Elisabeth qui doit rapporter de l'argent au foyer, étant donné que lui, il est handicapé. Sauf que cela ne se fait pas comme ça. Et c'est là qu'il va avoir une horrible idée qui va germer dans sa tête.
Un soir de 1973, il oblige Elisabeth à avoir des relations tarifées 8 hommes contre son gré. Passant une soirée extrêmement horrible et traumatisante, pour la jeune femme, ce proxénétisme forcé a valeur de déclic. Et en mai de la même année, elle quitte son compagnon, porte plainte. Arrêtée par les forces de l'ordre, Hamida passera plusieurs mois en prison. Et pour lui, la rupture ainsi que la dénonciation d'Elisabeth ne passe pas du tout. Pendant de longs mois, derrière les barreaux, il prépare sa vengeance. Pour lui, un jour ou l'autre, elle paiera sa trahison. Une fois sortie de prison, Hamida fait la rencontre de 2 jeunes adolescentes, Annie et Amaria. Et avec son charme naturel et ses belles paroles, il va envoûter les 2 jeunes filles qui seront séduites par l'histoire du jeune unijambiste. Visiblement seules, les 2 jeunes femmes vont s'engager dans une relation à 3. Mais très vite, le comportement tyrannique d'Hamida revient. La violence s'installe de nouveau. En 1974, Hamida Djandoubi est devenu un proxénète qui profite d'Annie et d'Amaria pour récolter de l'argent. Mais contrairement au passé et à ce qu'il a fait à Elisabeth, Annie et Amaria acceptent de faire le trottoir pour lui. En réalité, Hamida impose une pression psychologique sur les 2 jeunes femmes. Et d'ailleurs, c'est à cet instant précis que le destin lui donne l'occasion de réaliser sa vengeance. Avec un plan machiavélique en tête, il retrouve Elisabeth Bousquet. Et avec de belles paroles, il parvient à la convaincre de venir chez lui. Encore sous le charme de cet homme qu'elle a autrefois aimé, la demoiselle le suit naïvement. Mais dès qu'elle franchit la porte, Annie et Amaria se jettent sur elle. Impuissante face au trio, Elisabeth se retrouve attachée, incapable de bouger ou encore de crier. Commence alors une longue, très longue séance de torture. Bon les amis, je vous épargne les détails, mais sachez que durant des heures interminables, Elisabeth va subir les pires idées perverses du jeune homme, au point où plusieurs fois elle tombera dans les pommes avant d'être brutalement réveillée par ses tortionnaires. Quand il estime en avoir assez fait et aidé de ses 2 complices, il met Elisabeth, nue et sans connaissance, dans le coffre de sa voiture. Il la transporte à la campagne, à une 40aine de kilomètres de Marseille. Il la dépose dans un vieux cabanon de pierre. Hamida l'étrangle sous le regard indifférent de ses 2 complices et abandonnera le corps sans vie de la jeune femme. C'est ainsi que le 4 juillet 1974, Elisabeth Bousquet décède d'une mort particulièrement violente. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard par un groupe d'enfants. Nous sommes à Marseille le 28 juillet 1974. Ouria est une jeune adolescente de 15 ans qui grandit en foyer. Sauf que cet environnement ne lui convient plus du tout, il est toxique et elle en a marre. Et elle souhaite rentrer chez elle. Fuguant du foyer, elle retourne au domicile de ses parents. Heureusement pour elle, elle est bloquée à la porte et personne ne répond. En réalité, elle apprendra par une voisine qu'ils sont retournés en Algérie. Pour l'adolescente de 15 ans, c'est le choc. Que va-t-elle faire et où est-ce qu'elle va bien pouvoir aller? Désemparée, elle part se balader sur la Canebière. C'est là qu'elle va faire la rencontre de 2 adolescentes. La voyant désemparée, les 2 jeunes filles lui demandent si elle a besoin d'aide. C'est là que Ouria va alors leur raconter son histoire, leur dire aussi qu'elle ne sait pas où dormir pour la nuit. Touchée par les mésaventures d'Ouria, les 2 jeunes filles lui proposent de venir chez elle pour manger et dormir au chaud. Pour Ouria, ayant tout perdu, elle leur dit oui. Au moins pour cette nuit, elle sait où elle dormira. Arrivée chez les 2 adolescentes, elle fait la rencontre d'un homme amputé d'une jambe. Il va lui préparer d'ailleurs une soupe épicée. D'ailleurs, même un peu trop épicée. À chaque gorgée, Ouria a l'impression que sa langue va prendre feu. Et au moment où elle se plaint, elle croise le regard rempli de noirceur d'Hamida. Ses parents sont repartis en Algérie. Dans le foyer où elle était logée, elle a fugué. Personne ne sait donc où est Ouria. Elle est seule, désemparée et prise au piège dans ce traquenard. Durant pratiquement 1 mois, sous les yeux des 2 autres jeunes mineurs, Ouria va subir les pires sévices. Des actes d'une abomination et d'une atrocité absolue, sans aucune mesure. Tel un malade psychiatrique, Hamida va prendre plaisir à la faire souffrir dans sa chair.
Hamida prend pleinement confiance en lui, il en est sûr. Rien ni personne ne peut aller contre sa volonté. Chaque jour il se lève, maltraite Ouria et envoie Annie et Amaria faire le trottoir. Pour le jeune estropié, l'existence a des effluves de paradis. Mais après 3 semaines d'abomination, un jour, Hamida s'absente. Profitant d'un manque de vigilance des 2 autres jeunes filles, Ouria s'enfuit. Marchant très vite dans la rue et ne pouvant pas courir puisqu'elle a un orteil de cassé, elle arrive dans un commissariat où elle racontera sa tragédie. En sécurité, loin de son tortionnaire, les policiers ne savent pas vraiment quoi faire de cette jeune enfant qui au bout du compte passera 4 jours dans le commissariat à dormir dans une cellule de garde à vue avant de retrouver un foyer pour jeunes. En parallèle, 2 jours après que Ouria se soit échappée, la police mettra la main sur Hamida et ses 2 jeunes complices, qui d'ailleurs le dénonceront et avoueront absolument tout. Elles diront aussi que c'est bien Hamida qui a tué Elisabeth Bousquet. Pour Ouria commence alors une difficile et longue phase de reconstruction. De plus, à cette époque, il n'y avait pas vraiment de suivi psychologique ou d'indemnisation pour les victimes. Quant à son tortionnaire, pour lui, c'était le début de la fin. La mort d'Elisabeth Bousquet, le proxénétisme, les actes de violence et de torture, bref, toutes les preuves envers Hamida Djandoubi sont si accablantes que ses avocats ne peuvent pas plaider non coupable. Et dans l'espoir d'obtenir une peine moins lourde, Hamida coopère avec la police, allant même jusqu'à effectuer une reconstitution le 8 novembre 1974. Mais rien n'y fait. Ce procès devient médiatique à l'échelle nationale, puisqu'au-delà des actes horribles, il est aussi question de peine de mort. Et ça fait débat. Mais malgré un procès où la défense fera tout son possible, le 25 février 1977, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le condamne à mort pour, entre autres, assassinat après torture et barbarie. La mâchoire carrée, les cheveux coiffés avec de la cire, avec un regard livide depuis sa cellule des prisons des Baumettes de Marseille, Hamida Djandoubi est assis sur une chaise, entouré de ses avocats, de gardiens ou encore du juge d'instruction, mais aussi d'un bourreau. Fumant une dernière cigarette, il sait que chaque bouffée va l'approcher de plus en plus du moment fatidique. Car le 9 juin dernier, son pouvoir en cassation a été rejeté. Même pire que ça, le 8 septembre 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing refuse de le gracier. C'est le jour J et il sait donc que l'inévitable va lui arriver. Avec un geste délicat et lent, il porte à sa bouche une dernière cigarette, quand au même moment, un garde lui tend un verre de rhum. Un verre qu'il boira très lentement, toujours dans le but de gagner de précieuses minutes de vie. Dans les halls de la prison des Baumettes, c'est un silence de cathédrale qui règne. Hamida sait que les dernières minutes de sa vie sont proches. Il souhaite reprendre une nouvelle cigarette, mais pour l'un des gardiens, ils ont été assez généreux. Cela fait maintenant 20 minutes qu'ils sont autour de lui, à l'attendre, et le pressent même de finir son verre. Et c'est ainsi que le 10 septembre 1977, à 4h40 du matin, Hamida Djandoubi est exécuté par Marcel Chevalier, le dernier bourreau de France. Dans les années qui suivent, plus d'une dizaine de criminels sont condamnés à mort. Toutefois, ils bénéficieront soit d'une grâce présidentielle, soit d'un recours en cassation. En octobre 1981, soit 3 ans après la mort d'Hamida Djandoubi, la peine de mort est abolie. En foi de quoi, il devient officiellement le dernier condamné à mort de France et même d'Europe de l'Ouest. D'ailleurs, pour l'anecdote, le fils du bourreau était présent pour assister son père ce jour-là. Âgé, c'était l'une des dernières exécutions de Marcel Chevalier et donc son fils devait prendre la relève. Donc il était présent ce jour-là comme une sorte de stage découverte de ce métier très particulier. Profession du coup qu'il ne fera jamais. Voilà, je trouve l'anecdote assez folle en fait. Et glauque. Si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.